Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h, les dominantes de l'actualité. Environ 200 milliards de francs CFA que perd la Côte d'Ivoire chaque année du fait de la fuite des produits agricoles. La Grande Muette, invitée par le président de la République à agir en conséquence pour freiner le phénomène. De cette injonction est née l'opération Verrou 322. Pour y parvenir, les résultats jugés positifs ont été présentés lors d'une rencontre de partage d'informations initiée par le chef d'état-major général de l'armée, Lansana Doumbia. Dans la filière palmier à huile, un nouveau zonage adopté, les acteurs du secteur ont trouvé un consensus autour d'un nouveau schéma, une initiative du conseil EVA palmier à huile coco pour améliorer la compétitivité dans le domaine. Et puis en sport, au sujet des éliminatoires du Mondial 2026, à quelques jours des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a dévoilé sa liste de joueurs convoqués. Les éléphants affronteront le Burundi le 5 septembre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avant de se déplacer à Franceville pour défier le Gabon le 9 septembre. Voilà pour le prologue. Bienvenue dans la dernière édition du journal. La Côte d'Ivoire perd environ 200 milliards de francs CFA à cause de la fuite des produits agricoles. Ces chiffres sont le résultat d'une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire menée en 2019. Face à cette situation, l'opération Verrou 322 a été lancée au mois d'octobre 2024. Bientôt un an après, les résultats de la lutte ont été présentés lors d'une rencontre de partage d'informations et de recadrage initié par le chef d'état-major général des armées, Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Cette première réunion dédiée au bilan partiel de l'opération Verrou 322 permet aux acteurs d'être au même niveau d'information. Elle a été lancée en octobre 2024 pour faire face à la fuite persistante des produits agricoles vers les pays voisins. L'opération Verrou 322, inspirée par M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, on a été donc convoqué par le chef d'état-major général des armées pour faire un peu le bilan. Les forces de sécurité et de défense se sont pleinement investies. Au niveau du Conseil coton en ACAD, la production de cette année, pour une prévision de 1 150 000 tonnes pour cette campagne, nous sommes aujourd'hui en train d'avoisiner 1 500 000 tonnes. Cette opération a impacté la production. Les opérations menées ont permis non seulement de structurer l'action des forces de l'ordre et de renforcer la coopération interadministrative, mais aussi de consolider les dispositifs de surveillance et de répression. Le Conseil Café-Cacao souhaite la poursuite de l'opération Verrou 322. En termes de résultats, nous avons eu pour la récolte principale une hausse de près de 10%. Et ce qui est remarquable. Par rapport à nos prévisions, bien avant, c'est plus de 100 000, 200 000 tonnes qui partaient de l'autre côté des frontières. L'opération a été très bien conduite, nous allons poursuivre. Des productions agricoles ont été saisies aux frontières ivoiriennes et des fossoyeurs de l'économie mis aux arrêts. La réussite totale de cette opération pourrait faire gagner à la Côte d'Ivoire plus de 200 milliards de francs CFA. On reste dans le secteur agricole avec les acteurs de la filière ivoirienne de palmier à huile qui ont trouvé récemment à Grand-Bassam un consensus autour d'un nouveau schéma de zonage, une initiative du conseil EVA palmier à huile coco. Objectif, améliorer la compétitivité du palmier à huile. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. Selon cette réforme, les 5 zones initialement proposées par le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, vont passer à 4. La dite réforme doit entrer en vigueur en janvier 2026. Les transformateurs sont satisfaits des conclusions des travaux. Maintenant, c'est faire en sorte que les conclusions des travaux puissent être mises en œuvre, bien expliquer aux acteurs qui s'approprient ces conclusions et que la mise en œuvre se fasse le mieux possible. Un comité de zonage sera mis en place pour assurer la mise en œuvre du nouveau schéma selon un calendrier défini par les parties prenantes. Ce nouveau zonage contribuera à réguler l'approvisionnement des petits transformateurs et à protéger les acteurs vulnérables. Quand vous êtes un opérateur et que vous êtes dans une zone donnée, vous avez besoin de faire des investissements. Mais si vous faites des investissements, quelqu'un qui est dans une autre zone vient prendre la production, ça va vous décourager. Donc c'est pour ça que le zonage est tellement important aujourd'hui pour le développement de cette filière.
La filière palmier à huile fait face à plusieurs urgences, notamment financer le développement des vieilles palmeraies et accroître la productivité des vergers villageois. Depuis la privatisation de cette filière, on a pu constater une baisse du rendement au niveau du verger. Ce qui fait que la concurrence devient encore beaucoup plus grande pour nos différents opérateurs de pouvoir s'approvisionner en matières premières. Cette réforme va permettre notamment aux opérateurs de la première transformation de pouvoir saturer leur production et d'assainir la compétition entre les différents acteurs en termes d'approvisionnement. Avec une production annuelle d'environ 500 000 tonnes, la Côte d'Ivoire figure parmi les premiers producteurs africains d'huile de palme. Des solutions sont aussi en train d'être trouvées pour sauver notre environnement. Une rencontre à l'initiative du Centre ivoirien antipollution SIAPOL travaille à la validation d'une stratégie et d'un plan d'action de lutte contre la pollution plastique. Il est le résultat de la signature d'un accord de partenariat entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu à Jacquesville en présence de Jean-Marc Djadji et Basile Kouassi. Malgré le décret du 22 mai 2013 d'interdiction de production, de commercialisation et d'utilisation des sachets plastiques, la seule ville d'Abidjan produit 200 000 tonnes de déchets plastiques. Ces chiffres publiés par le SIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, interpellent. Face à ce fléau, les experts planifient un programme de lutte contre la pollution plastique. Au plan international, il y a un traité mondial qui est en train de se dessiner pour la lutte contre le plastique et sa pollution. Nous avons déjà pris de l'avance sur les questions de l'interdiction et donc on regarde toutes les réflexions qui ont été menées. Nous pensons qu'il était tout à fait juste d'adopter une stratégie nationale et un plan d'action plus efficace pour mener cette lutte contre la pollution plastique. La pollution plastique est transfrontière et appelle également une approche coopérative. Nous voudrions pouvoir compter sur votre appui et votre leadership pour l'aboutissement heureux de ces documents qui vont permettre de mobiliser des ressources avec l'appui de la Banque mondiale pour un démarrage effectif des activités. Pour Jacques Assaoré-Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l'adoption d'une stratégie serait le prolongement du décret de 2013 qui repose sur 5 piliers. Renforcer la gouvernance environnementale, promouvoir l'économie circulaire, développer l'éducation et la sensibilisation, renforcer la coopération régionale et internationale, investir dans la recherche et l'innovation. Notre vision est claire, faire de la Côte d'Ivoire d'ici 2030 un pays propre, résilient et durable, fondé sur une gestion circulaire et responsable des déchets plastiques. Cette validation de la stratégie et du plan d'action contre la pollution plastique constitue l'aboutissement de la mise en œuvre du projet dénommé « Développement des capacités pour catalyser les actions et les engagements au niveau national et mondial pour réduire la pollution plastique, y compris dans le milieu marin ». Plusieurs experts venus du Congo, de la Mauritanie et du Sénégal ont pris part à ces assises. Dans le même chapitre, à Méhagui, la deuxième édition de la Journée verte a tenu toutes ses promesses. Cette initiative citoyenne qui vise à renforcer la préservation de l'environnement dans les localités où elle est implantée. Souleymane Donisongou, Maxwell Lozo. Des centaines d'arbres plantés lors de cette édition. Cette année, le thème appelle à une implication significative de la jeunesse, d'où engagement des jeunes pour la biodiversité. Ici, on a planté du mélina, du cédrela, du teck, de l'api. Aujourd'hui, la déforestation est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif, zéro déforestation. On a eu à planter aujourd'hui 3 hectares de forêt, donc une reforestation qui s'est bien déroulée avec l'ensemble des autorités. Et nous comptons encore repartir l'année prochaine avec une dizaine d'hectares qui sera reforestés. Des actions saluées par le corps préfectoral qui encouragent l'engagement du secteur privé en faveur de l'environnement. Si une grande société TVA accepte de faire du reboisement, nous ne pouvons que leur dire merci pour leur contribution à la reforestation, non seulement de la région de la Nawa, mais de toute la Côte d'Ivoire. Le département de Méhagui est une grande zone de production agricole. Et donc cette agriculture extensive a détruit le couvert forestier de ce département. Donc l'initiative, nous ne pouvons que l'accompagner, faire en sorte que nous puissions retrouver progressivement le couvert forestier du département de Méhagui.
À Touagui 1, dans la sous-préfecture de Méagui, le secteur privé en étroite collaboration avec les acteurs publics confirme son rôle d'acteur économique mais aussi environnemental avec ce leitmotiv « Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir ». La commission électorale indépendante enregistre depuis ces 2 derniers jours plusieurs citoyens qui aspirent à la présidence de la République 2025 sous la bannière d'une candidature indépendante. Leur démarche, selon eux, est historique et vise à faire entendre leur voix. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. En marge des partis politiques, plusieurs candidats indépendants ont eux aussi officialisé leur participation à la présidentielle d'octobre 2025. Dossier en main, ils se sont présentés à la commission électorale indépendante pour faire enregistrer leur candidature. Que la paix revienne à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ma mission, c'est que la paix totale que le président Houphouët-Boigny a laissée, que vraiment la paix soit restaurée totalement à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons mettre en place des projets, parce que nous sommes plutôt tournés vers les projets de développement de la Côte d'Ivoire au niveau agricole. Et nous allons écumer ces projets au fur et à mesure que nous approcherons des élections, des joutes électorales. Mais notre projet phare, c'est le MICA, le marché international centralisé d'Abidjan. C'est pour nous un moment solennel, historique, car il s'agit véritablement d'un engagement au service de la nation et au service de chaque Ivoirien. Notre objectif, c'est de maintenir un taux de croissance de 10% pendant toute cette génération, ce qui veut dire que chaque 7 ans, nous allons pouvoir doubler notre PIB. Ces postulants affirment vouloir représenter une alternative loin des grands appareils politiques. Leur ambition, donner une voix aux citoyens qui se reconnaissent peu dans les partis traditionnels. Sidonie Davila est restée dans les locaux de la CEI jusqu'à la clôture des dépôts de candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Jusqu'aux toutes dernières heures de la nuit, 5 candidats se sont présentés à la commission électorale indépendante pour faire enregistrer leur dossier des candidatures de dernière minute qui viennent boucler la liste des prétendants. Il aura fallu attendre tard dans la nuit pour voir les ultimes candidatures enregistrées à la commission électorale indépendante. 5 candidats ont choisi de déposer leur dossier dans les toutes dernières minutes avant la clôture. Le cri panafricain, qui est le cri des Africains, le cri de douleur, d'amertume, a besoin de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Que les Ivoiriens choisissent qu'on retourne à l'ancien système avec un capitalisme d'État pour que le financement aille vers les populations les plus nombreuses, qui sont les agriculteurs, et vers nos PME qui sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Nous allons former donc un gouvernement de concertation nationale composé de tous les partis et de la société civile. Et nous allons mettre en place une amnistie générale. Un dépôt tardif qui illustre à la fois la détermination et parfois la stratégie de ces aspirants à la magistrature suprême. Aujourd'hui, nous disons que nous avons pris un premier pas, le pas qui va vers une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire stable, avec une nation forte et prospère. Je suis porteur du projet Pivot, qui est le projet du peuple ivoirien pour une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est un projet qui va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir créer plus de 10 millions d'emplois. Avec eux, la CEI boucle la série des dépôts de candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Le reste se jouera désormais devant le Conseil constitutionnel. Toujours en politique, à 2 mois de la présidentielle, les militants du RHDP de l'intérieur du pays intensifient la mobilisation. Ceux de la commune de Guéyo ont investi le terrain afin de remobiliser les troupes en vue des échéances présidentielles d'octobre 2025. Ce fut aussi l'occasion de mettre sur pied des stratégies pour une élection présidentielle sans violence. Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé.
Après l'annonce de la candidature du président du RHDP, Alassane Ouattara, à la présidentielle d'octobre prochain, les militants RHDP de la commune de Guéyo investissent le terrain. Au cours d'une rencontre avec les militants de base, la secrétaire départementale, Marie-Noël Dogui, fait le tour d'horizon des actions réalisées par le président de la République dans le domaine de l'éducation, la santé et des infrastructures. Président de la République, avec abnégation, philanthropie et dévouement, il a accepté de se mettre encore à nouveau au service de la nation ivoirienne et nous l'en remercions. Des diplômes et cartes de membres ont été remis aux vétérans et militants du RHDP de Guéyo. La secrétaire départementale de la localité entend parcourir villages et hameaux afin de ratisser un nombre important de militants. Dans la région du Poro, dans le septentrion ivoirien, ce sont près de 9,5 milliards de francs CFA investis et 308 chantiers réalisés en 2 ans par le Conseil régional du Poro. De l'éducation à la santé, de nouvelles infrastructures ont été inaugurées, à savoir un collège dans la commune de Karakoro et un centre de santé intégré à Korogo, à Mississauga. Près de 9 milliards 500 millions de francs CFA investis, 308 chantiers en 2 ans. C'est le bilan présenté par le président du Conseil régional du Poro, le ministre Fidel Sarasoro, à l'occasion de la tournée de remise d'infrastructures. Première étape, le département de Korogo avec l'inauguration du collège moderne de Oleoka, un établissement flambant neuf, bâti et équipé pour un coût de 136 millions de francs CFA. Vous avez rapproché l'école de la communauté. Vous avez témoigné une fois de plus de l'importance que vous accordez à l'éducation, levier de développement durable et pilier de la cohésion sociale. La délégation a ensuite pris la direction de Klofouaka, un quartier de Korogo, pour l'ouverture d'un centre de santé intégré. Édité sur 2400 m², doté d'une infirmerie et une maternité, l'ouvrage et son équipement ont coûté 50 millions de francs CFA. Plus de 8000 habitants en sont désormais les bénéficiaires. Ce centre de santé construit et équipé avec soin représente bien plus qu'un simple bâtiment. Il incarne l'espoir, la solidarité, l'engagement envers le bien-être de chacun d'entre nous. Au total, le Conseil régional du Poro a consacré plus de 740 millions de francs CFA au secteur de la santé et près de 3 milliards 200 millions de francs CFA à l'éducation et à la formation. Notre Conseil a lancé 308 chantiers pour autant d'infrastructures dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture. Précisément, nous avons eu 128 infrastructures dans le département de Korogo, 69 à Dikodougou, 59 à Sinematiali et 52 à Mbengue. Ces réalisations traduisent une ambition, rapprocher l'école et la santé des populations et poser les bases d'un développement durable dans le Poro. En Côte d'Ivoire, la jeunesse se projette sur la scène internationale de la haute technologie à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans les établissements techniques du pays. Des passionnés de robotique s'activent jour et nuit. Leur objectif, représenter fièrement la nation lors d'un championnat mondial qui se tiendra en Inde. On découvre ces étudiants passionnés et grands rêveurs dans ce reportage. Laboratoire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est ici que nous retrouvons Auriol Blé, organisateur de la phase nationale d'un championnat mondial de robotique. Une compétition qui se tient chaque année en Inde, réunissant des jeunes de 8 à 20 ans, issus de collèges et d'universités, venus relever des défis technologiques dans des disciplines variées. Ayant déjà participé à la compétition Technocian une fois, il y a 3 ans en arrière, j'ai vu les opportunités que cette compétition offrait aux participants en thème d'apprentissage, en thème de leadership. Le plus grand défi, c'est, je dirais, comme toute organisation, premièrement financier, parce qu'au départ, il a fallu offrir du matériel à des jeunes gens. Pour certains composants qu'on ne trouvait pas en Côte d'Ivoire, il fallait acheter ce matériel-là depuis l'extérieur, le faire venir ici en Côte d'Ivoire et pouvoir le partager. Dans les ateliers, la concentration est maximale. Les équipes soudent, connectent, codent,
tout pour créer les robots les plus performants et décrocher leur billet pour l'Inde. L'idée, c'est de créer une semelle intelligente, c'est-à-dire une semelle capable de prévenir les proches de la personne qui l'utilise en cas de chute. Donc là, on est en train de faire les branchements, vérifier les capteurs, tout ça et autres, pour voir si ça passe. Cap ensuite sur le lycée technique de Cocody. Ici, même rigueur et même effervescence, avec une particularité, ce sont les filles qui mènent les équipes. Notre projet consiste à suivre une loi ondulée, droite ou en zigzag, le plus rapidement possible. Ce projet, on le dit dans plusieurs domaines. Dans l'industrie, on travaille tout sur le projet. On a essayé de concevoir une espèce de labyrinthe pour pouvoir faire les tests. Notre projet nous donne certaines instructions avec le châssis. Organisation, coordination et contrôle, elle veille à ce que chaque étape soit respectée. Parmi les projets en cours, un avion capable de suivre un parcours précis, un moyen d'appliquer sur le terrain la théorie apprise en classe. 3 jours plus tard, la compétition nationale commence. Plus d'équipes, plus de projets et des participants repartis dans les salles selon leur spécialité. Au travers de ces épreuves-là, ils ont un aspect matériel et un aspect logiciel. Donc ce n'est pas seulement des engins, mais ils ont eu à écrire des logiciels, des programmes qui pilotent justement ces engins-là. Ici, la salle des innovations attire tous les regards. Des étudiants de l'INPHB présentent un robot agricole qui pourrait révolutionner les méthodes de production. C'est un projet orienté agriculture. Donc ce projet, il a 2 volets. Le volet hardware, qui est le robot, et le volet software, qui est l'application qui accompagne le robot. Le projet a pour but d'accompagner les agriculteurs ou des personnes qui aimeraient entreprendre dans l'agriculture à pouvoir gérer une parcelle, voilà, ou à pouvoir évaluer les risques et aussi les bénéfices de leur projet agricole. Les démonstrations s'enchaînent. Un drone sauveteur prêt à intervenir dans les zones difficiles d'accès, une voiture télécommandée via smartphone, tentant de franchir des parcours semés d'obstacles, et même un robot suiveur de ligne présenté par l'une des jeunes chefs rencontrées plus tôt. Au terme de plusieurs heures de tests et de défis relevés, un vainqueur est désigné. Le meilleur projet représentera la Côte d'Ivoire lors de la grande finale mondiale en Inde, avec l'espoir d'y décrocher le titre suprême de la robotique. L'Union des fleuves Mano est confrontée à de multiples menaces et challenges pour déterminer de comment relever les défis en cadre d'échange et de partage d'expériences entre experts en la matière et des représentants de la société civile a été initié, le but étant de promouvoir une coopération économique beaucoup plus dynamique entre pays membres dans un climat apaisé. Souleymane Donissongou. 57 millions de personnes composent l'Union du fleuve Mano, partagée entre 4 pays dont la Côte d'Ivoire. Face à l'insécurité transfrontalière, l'instabilité politique et les conflits armés qui menacent la sous-région ouest-africaine, ainsi que la fragilité de ses institutions et l'exploitation des ressources naturelles, le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, initie la présente rencontre d'échange. L'activité de ce jour vise à faire la lumière sur les potentialités de la région du fleuve Mano, jadis secouée par des conflits armées au Libéria et en Sierra Leone et des tensions militaro-politiques de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Mais l'atelier projette également de mettre en évidence les défis et les perspectives de l'Union du fleuve Mano face aux difficultés économiques et sécuritaires que connaît l'Afrique de l'Ouest. Une situation complexe qui peut être perçue positivement comme une opportunité de croissance ou d'innovation. L'Union du fleuve Mano est bien plus qu'une simple entité géographique. C'est un cadre stratégique pour transformer nos richesses minières, agricoles et forestières en levier de prospérité régionale. Toutefois, l'état de notre union présente encore des fragilités. Cet atelier donc nous permettra de réfléchir et d'agir autour des 4 axes majeurs. Le développement d'infrastructures interconnectées pour la libre circulation des personnes et des biens, le renforcement de la sécurité alimentaire et des chaînes de valeur agricoles,
la promotion du capital humain par l'éducation, la santé et la formation des jeunes, la consolidation de la paix et de la stabilité politique, qui est une condition sine qua non pour un développement durable. En réponse à ces travaux, des recommandations seront formulées en vue de réduire les instabilités politiques, la mauvaise gouvernance, la dégradation environnementale et le changement climatique, ainsi que la nécessité de financement adéquat et de renforcement de la coopération entre les États membres. On parle à présent de lutte contre les jeux illégaux. Une centaine de machines à sous illégales détruites par l'autorité de régulation des jeux de hasard. L'action s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de ce domaine d'activité en proie à la clandestinité. Il s'agit pour l'ARJH d'interpeller l'ensemble des opérateurs de jeux en Côte d'Ivoire en vue d'ajuster leurs dispositifs aux normes régissant le secteur. Ismaël Evrardéo, Aziz Ganiou. Prolifération des machines à sous illicites, la RJH, autorité de régulation des jeux de hasard, passe à la répression. 110 machines, 84 cartons et 13 sacs de divers composants électriques et électroniques sont incinérés. L'opération fait suite à une vaste saisie menée de concert avec l'Agence de recouvrement des avoirs criminels et le pôle pénal économique et financier. Le message est clair, mettre en garde toute activité clandestine dans le secteur des jeux de hasard. L'ARJH entend mettre en œuvre entièrement sa mission d'assainissement du secteur. Pour ce faire, nous prévoyons 2 actions dans l'immédiat. Une tournée d'information et de mobilisation à l'attention du corps judiciaire, d'une part, et d'autre part, les assises annuelles des jeux de hasard avec l'ensemble des opérateurs, ce qui nous permettra d'asseoir un cadre formel d'échange ainsi que la recherche des solutions aux problèmes inhérents au secteur. Une action de répression à laquelle le corps préfectoral et les opérateurs des jeux de hasard accordent du crédit. C'est un gros manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire parce que vu que ce sont des acteurs illégaux, donc ils ne payent pas les redevances dues à l'État dans le cadre de cette exploitation commerciale qu'ils en font. Donc c'est une opération que nous saluons et nous restons aux côtés de l'ARJH pour l'accompagner sur ce type d'initiative chaque fois que besoin est. La RJH, autorité de régulation des jeux de hasard, entend multiplier ce type d'action dans les jours à venir. Ambition, faire respecter la loi selon laquelle l'exploitation des machines à sous sur support physique doit être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de régulation des jeux de hasard. Dans un tout autre secteur, le syndicat des acheteurs et vendeurs d'or et de diamants de Côte d'Ivoire, SAVODSI, s'est réuni ce jeudi dans les locaux de la maison de l'entreprise au Plateau. Objectif, présenter au grand public ce nouveau syndicat. Dans la création du SAVODSI répond à un besoin de structuration et de lutte contre les activités illicites au cœur du secteur de l'or et du diamant. Reportage de Juliette Ouya et Ami Sangaré. Après l'élection de son président, Brahima Soumaoro, le 14 juin dernier, le SAVODSI, syndicat des acheteurs et vendeurs d'or et de diamants de Côte d'Ivoire, lance ses activités. Notre syndicat a une mission exceptionnelle. Mettre en lumière le potentiel national, faire rayonner nos champions. Pour le président du SAVODSI, l'heure est à l'engagement contre l'orpaillage clandestin. Il faut dire que nos premières actions, ça sera de nous déployer sur le territoire national à travers des délégations régionales. Voilà, et ceux-là vont faire un travail sectoriel et puis voilà, on sera là pour coordonner les actions de ceux-là. Et je pense que ça sera plus efficace comme ça. Le syndicat des acheteurs et vendeurs d'or et de diamants de Côte d'Ivoire a le soutien du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le secteur or et diamant se porte très bien. C'est le premier syndicat du genre dans le domaine de la commercialisation. C'est pourquoi je voulais saluer cette initiative louable qui va créer un cadre d'échange privilégié entre eux en tant que syndicat et la tutelle qui est le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. En Côte d'Ivoire, le secteur minier contribue à plus de 5% du produit intérieur brut. Les activités minières ayant connu une augmentation constante au cours de la dernière décennie.
On termine avec du sport à quelques jours des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués. Avec cette liste, les éléphants affichent leur ambition de poursuivre sur leur bonne dynamique et se rapprocher de la qualification pour le Mondial 2026. Les éléphants affronteront le Burundi le 5 septembre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avant de se déplacer à Franceville pour défier le Gabon le 9 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de vous être privé de sommeil pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.